Bonjour Philippe, merci Bonjour. D'avoir accepté notre invitation et merci de nous recevoir ici dans vos bureaux à Milan. Vous le savez, Sycomore est un affilié de Generali Investment et spécialisé dans l'investissement responsable. Et notre mission, c'est de développer une économie plus durable, plus inclusive, tout en ayant un impact positif sur nos clients et sur l'ensemble des parties prenantes. Et donc l'ESG est au cœur de notre proposition de valeur. Alors avant de parler du groupe, j'aurais voulu avoir un peu votre regard sur l'évolution de l'ESG en général dans l'industrie, sachant qu'on avait vu ces derniers mois des acteurs américains se désengager d'un certain nombre d'initiatives sur le climat, les Européens étant plutôt les bons élèves avec une réglementation qui est certes complexe, mais qui est quand même très structurée. Oui, alors d'abord le fait qu'en 2019, Generali ait décidé de rentrer au capital de Sycomore était quand même déjà un signal important de notre engagement sur l'ESG en général et sur l'investissement ESG en particulier, parce que c'était justement un savoir-faire qu'on voulait intégrer dans le groupe. Alors, bon, depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que avec le Covid, avec la pandémie, puis après avec la guerre Russie-Ukraine et les tensions inflationnistes qui sont apparues à la suite de cette guerre, puis maintenant avec le conflit au Moyen-Orient, on a pu penser que les préoccupations ESG pouvaient passer au second plan. Et je dirais que ça pouvait être un risque. Après, comme vous l'avez mentionné, c'est vrai que aux États-Unis, il y a une fracturation de la société, notamment sur ce thème ESG. Pas uniquement sur le thème ESG. Je dirais que la campagne électorale pour les élections qui vont avoir lieu dans quelques jours, montre à quel point cette fracturation aux États-Unis est exacerbée. Et il est clair que dans certains États, on ne peut plus parler de ESG. On ne peut pas en faire, mais on ne peut même plus en parler. Alors l'Europe, effectivement, est dans une démarche différente, Dieu merci. Je dirais que ça reste au premier plan des préoccupations de la communauté européenne, donc de la Commission européenne, du Parlement européen. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour essayer de favoriser notamment l'investissement ESG. Alors c'est très bien, c'est une excellente chose. Nous, on est très satisfaits de ça. En tant que leader européen de l'assurance, on est parfaitement aligné avec cette priorité. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de soi, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Des conflits, comme on l'a cité, une accélération du changement climatique, du réchauffement de la planète qui conduit à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et de plus en plus réparties dans le monde entier. Avant, c'était assez concentré. Maintenant, on a vu très récemment des ouragans très forts aux États-Unis et des inondations très fortes en Europe. Je peux ajouter également des États qui sont de plus en plus endettés, avec une dette qui n'est plus soutenable, des systèmes de retraite qui ne sont plus également soutenables. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont plus soutenables en Europe. Et puis il y a ce défi climatique qui est de plus en plus inquiétant. Donc l'Europe a raison de rester focalisée sur l'ESG et Generali a raison de rester très engagé sur l'ESG. Moi, je suis convaincu que si on attend des politiques qui puissent apporter toutes les solutions, on se trompe. Et on est en train de le voir. Malheureusement, on assiste à l'impuissance des politiques. Je suis convaincu que
le secteur privé a un rôle important à jouer. D'ailleurs, ESG, c'est l'engagement du secteur privé. Et je suis convaincu qu'à l'intérieur du secteur privé, le secteur financier, et en particulier les assureurs et les asset managers, ont un engagement extrêmement important parce qu'ils ont la capacité d'orienter soit la souscription, soit l'investissement, donc d'orienter le capital vers ce qui est le plus durable, soutenable et ESG. Generali a montré un très fort engagement dans ce sens et on a été reconnu comme la compagnie d'assurance la plus engagée envers l'ESG. Alors justement, c'était un peu l'objet de ma deuxième question. Je sais que l'ESG, la durabilité, c'est un sujet que vous avez porté à titre personnel. Vous en parlez d'ailleurs très, très souvent. Comment ces enjeux de durabilité maintenant sont abordés dans la stratégie du groupe? Comment ils sont intégrés dans la stratégie du groupe? Alors pour nous, ça n'est pas un nice to have, c'est un must have. Donc ça veut dire qu'on a voulu l'intégrer dans à peu près tout ce qu'on fait. Donc on l'a intégré dans nos politiques de souscription. Et aujourd'hui, on peut dire que pratiquement les 2/3 de nos primes d'assurance sont récoltés sur des produits à valeur sociale. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nos clients sont très, très sensibles à ça. On a la chance d'avoir des investisseurs institutionnels dont certains restent très sensibles à l'ESG, comme vous le savez, des investisseurs retail qui sont très demandeurs de ESG, de sens à leur investissement, et des assurés qui réclament également des produits à valeur sociale. Donc ça représente les 2/3 de notre chiffre d'affaires d'assurance dommage. Donc c'est quand même extrêmement important. Après, on a pris des engagements de décarbonisation de nos portefeuilles d'assurance. Donc on veut réduire de 25% les émissions de gaz de serre de notre portefeuille d'assurance d'ici 2025. Et on est en bonne voie pour y arriver. Et on a pris à peu près le même engagement pour notre portefeuille d'investissement. Donc là, on a fait également en tant qu'asset manager des efforts très forts pour avancer dans le sens de l'investissement durable, de l'investissement vert. Donc on l'a fait avec par exemple le fonds Fenice 190 qui était un fonds de reprise économique post-Covid, mais orienté sur l'économie durable ou soutenable. Moi je préfère le mot soutenable au mot durable. Je trouve que c'est plus proche de sustainability ou de sustainability. Et ça dit plus, parce que ça dit autre chose que simplement la durée dans le temps. Donc il y a eu ça, il y a eu notre engagement d'investir de 8,5 à 9,5 milliards d'ici de 2025 dans les investissements verts et soutenables. Voilà, donc on a et la décarbonisation. Donc investisseurs responsables, assureurs responsables, également employeurs responsables. On s'est beaucoup investi dans le développement de la diversité, équité et inclusion. On a pris beaucoup d'initiatives et on a amélioré un certain nombre de choses, notamment la place des femmes dans le groupe, qui sont de plus en plus présentes à des postes stratégiques ou au sein du GLG ou du GMC. On a fait des progrès importants. C'est pas encore suffisant. Il faut faire plus. On a réduit aussi le pay gap, le gender pay gap de manière très significative. Donc on a pris beaucoup d'engagements dans ce sens, notamment également dans la flexibilité du travail. On a aujourd'hui toutes nos entités qui travaillent en mode hybride. Donc on s'est comporté également en employeur responsable, donc assureur responsable, investisseur responsable, employeur responsable. Et puis on fait aussi beaucoup de choses pour les communautés dans lesquelles on travaille. Donc on est un corporate citizen responsable, notamment avec toutes les initiatives du Human Safety Net, qui aujourd'hui est actif dans 26 pays, à travers 77 ONG,
et qui a aujourd'hui, à ce jour, aidé à peu près 365 000 personnes. Ah, impressionnant. Tout à l'heure, vous parliez du climat et du risque climatique. Les dernières projections semblent indiquer une hausse de la température par rapport à l'époque pré-industrielle de 2,7 degrés d'ici 2050. Certaines personnes parlent même de 4 degrés en 2100. Donc un monde différent, finalement, du monde qu'on connaît aujourd'hui, si on ne change pas cette trajectoire. Ma question, c'est comment vous abordez en fait le risque climatique au niveau du groupe? Est-ce que c'est une opportunité parce qu'il y a de nouveaux risques à assurer, ou est-ce qu'au contraire c'est une menace parce qu'il y a des risques qu'on ne va plus pouvoir assurer? Non, alors moi je ne vois pas ça du tout comme une opportunité, mais je vois ça comme une menace considérable pour l'humanité. Je crois qu'on fait d'ailleurs, en tant qu'humain, preuve de beaucoup d'arrogance et de prétention, parce qu'on considère que nous mettons en danger la planète. C'est pas tout à fait ça. La planète nous survivra, mais elle peut survivre sans nous, sans avec peut-être d'autres espèces vivantes, mais peut-être plus nous. Donc je crois qu'il faut d'abord qu'on revienne à beaucoup d'humilité. C'est nous qui nous mettons en danger. Alors on met également d'autres espèces vivantes qui n'ont rien demandé avec nous en danger. On met le vivant en danger, mais la planète nous survivra. Donc tout ça est assez dramatique. Quand on parle de 2,7, 3, 4 degrés, c'est dramatique, comme vous l'avez dit. Ce sera un monde différent, peut-être un monde sans nous, parce que ce sera devenu insupportable pour nous. Donc ça, c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. Et on essaye de regarder ailleurs. Quand la maison brûle, quand notre maison brûle, on a tendance à regarder ailleurs, comme le disait un ancien président de la République. Donc il faut se battre. Il faut se battre, parce qu'on ne peut pas dire c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. Non, il faut se battre. Donc avec tout ce que j'ai dit précédemment, donc toutes ces actions de mitigation, comme on dit, du réchauffement climatique. Bon, après, à court terme, effectivement, comme je le disais, l'intensification et de ces risques climatiques crée un problème de protection pour beaucoup de monde, des personnes, des familles, des entreprises, et dans beaucoup d'endroits. Et on est confronté à ce qu'on appelle un protection gap, c'est-à-dire que beaucoup de gens, d'entreprises ne sont pas assurés contre ces catastrophes climatiques, soit parce qu'il y a une sous-pénétration de l'assurance, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de protection. Donc il faut beaucoup travailler pour essayer de combler au plus vite ce protection gap, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Generali déjà depuis un certain temps en proposant des solutions. Alors il y a des solutions qui sont des solutions techniques, je pense notamment à l'assurance paramétrique, sur lesquelles chez Generali on avance beaucoup, et on va avancer de plus en plus, parce que c'est un bon moyen technique de protéger des personnes ou des entreprises contre ce type de risque. Et puis on essaye aussi de promouvoir des partenariats public-privé pour essayer de réduire ce protection gap, parce que tout seul, Generali on ne peut pas y arriver, mais même tout seul, le secteur de l'assurance, ou même le secteur de l'assurance avec le secteur de la réassurance, ne suffisent pas à combler tout seul le protection gap. On a aussi besoin du public et de l'État. C'est un petit peu comme ça que fonctionne le système CatNat en France. Mais enfin, vous avez vu qu'il coûte de plus en plus cher. Ça reflète bien que l'augmentation des risques est une réalité. On a réussi en Italie à convaincre l'État d'adopter le début d'un système qui ressemble à ça, qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2025, mais Generali s'est beaucoup battu pour la promotion de ce système en Italie. Donc voilà deux manières d'essayer de... Alors évidemment, à court terme, ça veut dire un peu plus de primes, un peu plus de chiffre d'affaires, mais bon, on sera peut-être rattrapé par les sinistres, et on risque peut-être de dépasser, effectivement, comme vous le dites, certaines régions où certains risques
pourrait devenir inassurable. En tout cas, lorsqu'on regarde le dernier rapport du groupe, on voit que les expositions aux activités vertes alignées sur la taxonomie européenne sont plus élevées que la moyenne. Donc on sent vraiment une volonté de votre part, du groupe, d'être en avance en fait, sur l'ensemble de ces sujets. Et donc, évidemment, c'est un élément aussi de différenciation. Oui, alors vous avez raison de le signaler. Alors, c'est pas qu'on fait la course avec les autres. Je dirais qu'on fait la course contre le temps ou contre ces sujets-là qui sont importants. Je peux citer comme exemple le Net Zero Insurance Alliance. On était un des fondateurs de ce groupement. C'est moi-même qui l'avais annoncé d'ailleurs à Venise il y a quelques années. Et aujourd'hui, alors ça s'appelle maintenant Forum for Insurance Transition to Net Zero. Ça a été rebaptisé et on est le seul grand groupe d'assurance encore présent dans ce forum, dans cette ex-alliance. On est les seuls et on en porte un peu la responsabilité. C'est, je crois, un signal d'engagement très fort. Exactement. Vous savez que Sycomore est un investisseur. Comme je le disais, on gère l'actif de nos clients. On investit évidemment dans beaucoup d'entreprises cotées et notamment les banques assureurs. C'est une question que j'ai au niveau de la compétitivité. Les banques assureurs nous disent gagner des parts de marché sur l'épargne et sur l'assurance. Alors l'épargne à travers la DAT et puis sur l'assurance à travers toute l'offre d'assurance vie ou dommages. Je voulais savoir comment le groupe réagissait à de tels développements et qu'est-ce qui finalement différencie le groupe sur ces différents axes de développement. Écoutez, quand on regarde nos chiffres chez Generali, on n'a pas le sentiment qu'on perd des parts de marché. On a une croissance qui est très forte à la fois en assurance dommage, plus de 10% des primes. En assurance vie, on est revenu après l'année dernière qui a été marquée par une augmentation très forte des taux d'intérêt qui a un petit peu déstabilisé les portefeuilles d'assurance vie, mais dès le premier semestre de cette année, on est revenu à un net inflow, une récolte nette positive de plus de 5 milliards sur les 6 premiers mois. Donc j'ai pas trop le sentiment que les banques assureurs nous prennent des parts de marché. Si vous voulez, moi j'ai pas le sentiment qu'on fait le même métier qu'eux. Eux, ils vendent de l'assurance comme un pur produit financier. Voilà, donc c'est vendu par des salariés de la banque, qui ne sont pas vraiment des assureurs, alors que nous, on vend des solutions de protection à 360 degrés, assurance dommage, assurance vie, épargne, protection, santé, qui sont proposées, qui sont à la fois à 360 degrés, qui sont personnalisées et qui sont proposées par des agents d'assurance qui ont un niveau de compétence, de professionnalité extrêmement élevé. J'ajoute, parce qu'on est Generali, en plus, c'est que pour nous, le human touch est extrêmement important. La relation personnelle entre l'agent et son client crée beaucoup de valeur et on arrive à maintenir la qualité de cette relation personnelle parce que, comme vous le savez, dans les agences bancaires, les salariés tournent tous les 2 ou 3 ans alors que nos agents sont là pour toute leur vie professionnelle et en général, quand ils passent la main, c'est soit à leur fils, soit à leur fille et l'agent continue à garder le nom. Donc, relation très personnalisée. Des produits et des solutions très complexes et très personnalisées de protection, d'assurance, d'épargne, etc. On ne fait pas du tout le même métier que les banques assureurs. Et donc, moi, je suis convaincu de l'avenir et du potentiel de ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, les chiffres le démontrent tous les jours. Très bien. Vous avez parlé d'humain et je voudrais qu'on termine cet entretien sur cet élément. On partage, je pense, la même conviction, capital humain et vecteur de croissance. Nous, au sein de Sycomore, on a une devise, c'est Human is Capital. On a même créé une stratégie qui s'appelle Happy at Work.
qui investit dans les entreprises où il fait bon vivre. Et d'ailleurs, c'est une des stratégies les plus performantes. Comment ça se traduit à l'échelle du groupe, le capital humain, le human is capital? Alors, on partage avec Sycomore cette conviction de la valeur du capital humain. J'ajouterais que dans l'asset management, c'est encore plus vrai que dans l'assurance, parce que dans l'assurance, on a quand même besoin de capital tangible, ce qui est moins vrai dans l'asset management. Mais je dirais que dans les deux métiers, ce sont les hommes et les femmes qui font la différence. Donc c'est leur motivation, leurs compétences qui font la différence. Donc il faut être capable d'attirer les meilleurs, il faut être capable de les rendre heureux au travail, il faut être capable de les fidéliser, de les rémunérer de manière motivante avec un système qui soit lié à la performance. Il faut qu'ils se sentent bien. Donc c'est tout ça qu'on fait chez Generali pour valoriser le plus possible notre capital humain, donc en travaillant sur à la fois la culture, c'est important, il faut partager des valeurs, enfin il faut que ce qu'on fait ait du sens, ça fait partie de la motivation. Il faut travailler sur diversity, equity, inclusion, c'est important aussi parce que s'il y a trop de déséquilibre, ça ne fonctionne plus. Sur notre organisation. Il faut avoir des organisations fluides, de moins en moins hiérarchiques. Voilà, donc on travaille sur tout ça, c'est la clé du succès. Sans des collaborateurs à la fois engagés, motivés, heureux, avec le sentiment d'être justement rémunérés par rapport à leur performance, par rapport à leur travail et leurs efforts, avec des perspectives de croissance dans l'entreprise. C'est grâce à ça, c'est grâce à ce système vertueux qu'on arrive à faire mieux que les autres. Tout à fait. On peut dire du coup que l'ESG est vraiment dans l'ADN du groupe, un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau du capital humain, vous l'avez rappelé. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté cet échange très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci.